Les chefs coutumiers du Burkina Faso et la conférence épiscopale Burkina-Niger expriment leur souhait de voir la paix et la cohésion sociale de retour au Faso. Les leaders coutumiers et religieux réaffirment au président du Faso leur engagement à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre le terrorisme et les forces du mal. On vous fait le point des échanges dès le début de ce journal. Des réseaux de trafiquants de fausses plaques d'immatriculation de véhicules démantelés, plus de 70 voitures saisies par les services de douane, ainsi que les faussaires appréhendés sont présentés à la presse ce matin à Ouagadougou. On vous donne les détails dans quelques instants. Et puis en Grande-Bretagne, Theresa May échappe de peu à la motion de censure déposée contre elle par l'opposition travailliste. Les députés ont décidé de renouveler leur confiance envers le gouvernement et la première ministre britannique qui reste en poste devra présenter dès lundi prochain un nouveau plan de sortie de l'Union européenne qu'elle va soumettre à la Chambre des communes pour approbation. C'est le menu de ce journal. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Direction le palais présidentiel de Kosiam pour des échanges entre le président du Faso et les chefs coutumiers du Burkina Faso, de même que la conférence épiscopale Burkina-Niger, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Les dépositaires de la tradition qui souhaitent ardemment la paix sociale, un meilleur vivre ensemble au Faso, confient travailler à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. La conférence épiscopale qui abonde dans le même sens dit surtout s'investir davantage pour la promotion du dialogue interreligieux à différents niveaux pour plus de cohésion sociale. Kwale Nebie, Zalissa Sanfo. Ils ont tous abandonné leur palais royal respectif pour le palais présidentiel ce soir. Les têtes couronnées sacrifient ainsi au rituel de présentation de leurs vœux au président du Faso. Et le vœu le plus cher exprimé cette année est la paix. La paix, encore la paix. Nous avons échangé sur la vie sociale du Burkina Faso, notamment dans le domaine de la recherche de la paix. Nous avons parlé de la paix dans le pays sous toutes les formes, c'est-à-dire tous les horizons. S'exprimant sur les récents événements de Yirgou, ces chefs coutumiers ont dit toute leur indignation et promettent de faire ce qui est en leur pouvoir pour que plus jamais la cohésion sociale ne soit mise à mal au pays des hommes intègres. Les chefs coutumiers sont ceux qui sont les plus proches de leur population. Le vivre ensemble, il faut le prôner, il faut le parler, il faut l'enseigner. Il faut appeler tout le monde un appel de paix et de cohésion. Quand on dit ce qui est arrivé, c'est vraiment un drame. Et nous n'allons pas ajouter le drame à un drame. Il faut absolument la cohésion dans le pays. Plus jamais ça. Avec la communauté catholique venue sacrifier au même rituel, cohésion et paix étaient aussi les maîtres mots. Nous portons dans notre prière toutes les victimes de ces événements, donc de Yirgou et d'ailleurs. Et nous prions bien sûr pour les blessés, pour que Dieu leur donne un prompt rétablissement. Mais surtout, nous comptons nous engager aux différents niveaux pour promouvoir encore un peu plus le dialogue interreligieux pour qu'il y ait plus de cohésion sociale. Et également, bien sûr, il faut que nous apprenions à vivre ensemble là pour éviter les différents dérapages. La conférence épiscopale Burkina-Niger a aussi abordé avec le président du Faso la contribution des écoles catholiques au rayonnement et à la qualité de l'enseignement au Burkina Faso. Autre actualité, 73 véhicules immatriculés sur la base de faux documents, des faussaires appréhendés et d'autres toujours activement recherchés, des recettes douanières et de pénalités qui se chiffrent en des centaines de millions de francs CFA. C'est le point fait ce matin par les services de douane aux journalistes. C'est aussi cela, l'incivisme fiscal, qui fait perdre de l'argent à l'État et que la douane combat. Le point de presse est suivi pour nous par Issa Kafando et Abdul Rasmane Zongo. Le service des douanes du Burkina est en guerre non-stop, sans limite, contre les faussaires en général et la pratique des fausses immatriculations en particulier.
Cette guerre pour l'instant rapporte gros. 73 véhicules ont été appréhendés, ce qui a permis d'engranger 140 millions de nos francs en termes de recettes douanières et 85 millions de francs CFA en termes de pénalités, soit au total un montant de 225 millions de francs CFA. 3 cas de figure des fausses immatriculations se présentent. Il y a d'abord les immatriculations obtenues sur la base de faux documents. Des individus constituent un dossier de demande d'immatriculation composé de faux documents, obtenus à l'aide de faux cachets, imitation de signatures, etc. et les déposent au service des immatriculations. Ces services n'ayant pas souvent la possibilité de vérifier l'authenticité des documents, attribuent un numéro d'immatriculation au véhicule alors que celui-ci n'a pas en réalité accompli les formalités douanières. On note aussi le transfert de plaques d'immatriculation sur des véhicules du même type. Cela consiste, pour certains usagers ayant déjà acquis une immatriculation pour un véhicule donné, de transférer tout simplement les plaques d'immatriculation sur un autre véhicule qu'ils ont acquis par la suite et qui se trouve être du même type. Et enfin, troisièmement, il y a la fabrication de cartes grises et de plaques d'immatriculation parallèles. Les faussaires possèdent toute l'industrie qui permet de produire des fausses cartes grises et des fausses plaques d'immatriculation parallèles. La pratique des fausses immatriculations est une forme d'incivisme fiscal qui fait perdre beaucoup de recettes à l'État. En collaboration avec la population, le service des douanes du Burkina, aussi en tandem avec la police et la gendarmerie et la Direction générale des transports terrestres et maritimes, ne ménagent aucun effort pour sévir contre les faussaires. Les usagers des véhicules, eux, sont priés de bien d'abord s'acquitter des formalités douanières, le dédouanement, avant la phase de l'immatriculation du véhicule. Et voici un document final qui propose des solutions aux différentes crises dans le secteur des transports. La réflexion s'est menée à l'initiative du gouvernement et 3 thématiques en lien avec les crises des transporteurs y sont développées. Découvrons le rapport final du comité de réflexion sur la problématique de la gestion du fret au Burkina Faso avec Yacouba Gamene et Abdoul Rasmane Zongo. Ça y est, le rapport du comité de réflexion sur la problématique de gestion du fret du Burkina Faso est maintenant dans les mains du ministre en charge des Transports. C'est un nouveau rapport qui aborde 3 thématiques en lien avec ce secteur: la gestion du fret, l'amélioration des conditions de travail des chauffeurs routiers et la pratique systématique du blocage des corridors lors des grèves. Nous avons dû passer en revue le mode de gestion sur l'ensemble des corridors. Et on a relevé les forces et les faiblesses des différents modes par corridor. Et nous avons fini par retenir le mode de gestion qui se fait sur le corridor Ouaga-Téma, parce que c'est celui-là qui semble répondre le plus aux desiderata des transporteurs. Les conclusions issues de ce rapport sont déjà satisfaisantes. Donc on est satisfait de l'aboutissement de la conclusion que nous avons élaborée ensemble dans le cadre du comité de réflexion. Et nous sommes partie prenante et nous nous engageons à respecter scrupuleusement ce qui a été convenu et arrêté dans ces rapports. Nous sommes engagés en attendant donc de faire en sorte que nous puissions aller dans les propositions qu'ils ont proposées, que nous puissions observer un statu quo en attendant donc de pouvoir mettre en place une fêtière. Et cette fêtière-là est essentielle pour les transporteurs. Ce comité a été initié sur la demande du gouvernement burkinabé suite aux grèves des transporteurs en 2018. L'ambition affichée est de pallier ces crises que connaît le secteur ces dernières années. Les organisations du monde paysan, elles sont réunies depuis ce matin à Ouagadougou pour un forum sur la question de la transformation des exploitations agricoles familiales.
Il s'agit pour les acteurs de réfléchir aux moyens d'une meilleure promotion de ces exploitations agricoles et l'on plaide dès l'entame de la rencontre pour plus d'attention des pouvoirs publics envers ces exploitants familiaux, tandis que le gouvernement, de son côté, continue d'assurer qu'il va continuer de doter les paysans en équipement. Paul-David Bambara et Vincent Kendrebego nous parlent de l'ouverture de la rencontre. Ce forum national sur les exploitations agricoles familiales regroupe des représentants d'organisations œuvrant dans le monde agricole. À ce forum, il ne s'agit plus de démontrer combien important les exploitants familiaux participent à l'économie nationale, mais plutôt de réfléchir aux moyens d'une transformation de ces exploitations. Et pour cela, les paysans plaident pour plus de soutien de la part des pouvoirs publics. Dans un premier temps, il faut travailler à moderniser ces exploitations. Quand on parle de modernisation, on fait un recours aux intrants agricoles, aux équipements et au marché. C'est tout ça le sens de notre plaidoyer. L'autre aspect, c'est de mettre un accent sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le plaidoyer est justifié, le gouvernement aussi prend l'engagement de toujours accompagner et comme vous le savez, chaque année la population augmente, chaque année les besoins en nourriture, surtout en production céréalière et autres, augmentent. Il faut bien que l'accompagnement du gouvernement aussi augmente chaque année. Le forum va durer 2 jours et bénéficie du soutien de la SNV, l'organisation néerlandaise de développement. Donc nous sommes là pour les accompagner, pour échanger nos expériences dans d'autres pays, aussi pour leur donner un appui technique, pour les aider à développer leur stratégie. À l'issue des travaux, des recommandations seront formulées dans le sens de promouvoir davantage les exploitations familiales, sur quoi repose la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Et justement, la journée Maroco-Canado-Africaine à Rabat, dans son volet conférence-débat, aborde la thématique des changements climatiques en lien avec la sécurité alimentaire. Les panels animés par des chercheurs indiquent que le phénomène engendre de nombreuses conséquences qui amenuisent les ressources naturelles, singulièrement en Afrique. La solution, selon eux, viendra de la résilience et de l'adaptation à la nouvelle donne climatique. On fait le point des échanges avec nos envoyés spéciaux urbains Benito Somé et Moumouni Soubeiga. Les différentes communications de la première journée canado-maroco-africaine ont essentiellement porté sur la sécurité alimentaire et hydrique dans un contexte de changement climatique. Pour ces scientifiques, le changement climatique avance à grands pas et il faut agir vite. Il s'agit davantage de se poser la question comment on peut s'adapter, adapter nos pratiques, adapter nos dynamiques, adapter notre mode de vie, notre mode d'organisation spatiale comme société, de façon à être plus résilient. Au-delà des catastrophes naturelles, les chercheurs estiment que si rien n'est fait, le changement climatique entraînera davantage une diminution des ressources naturelles et l'insécurité alimentaire les décennies à venir dans le monde, notamment en Afrique. Nous avons là une opportunité de joindre nos forces pour traiter d'une question capitale, d'une question d'avenir et même une question de présent, à savoir les changements climatiques et la question fondamentale du développement durable. Pour atteindre le développement durable, il y a d'abord la gestion durable des ressources naturelles, il y a tout ce qui est lié au changement climatique, également l'économie verte. Nous avons d'abord les Marocains, nous avons les confrères des autres pays, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et surtout les Canadiens qui sont là avec leur expérience et chacun a pu apporter son expérience. La journée canado-maroco-africaine est une initiative de l'ICHED, l'Institut supérieur des hautes études en développement durable du Maroc. La première édition de cette journée a aussi permis à l'Institut et son partenaire l'INRS du Canada d'exposer les résultats de leurs recherches et de présenter les cadres qu'ils ont formés dans le domaine de l'environnement, de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie. Et toujours dans l'actualité hors de chez nous, au Kenya, le bilan de l'attaque terroriste perpétrée par les Shebab de la Somalie contre un complexe hôtelier à Nairobi s'est alourdi. L'on parle désormais de 21 morts. Le président Uhuru Kenyatta déclare la nation et les hommes en deuil. Le pays est encore sous le choc et en colère pour cet attentat qui secoue la capitale Kenya, une fois encore. Au Kenya, l'attaque terroriste d'un hôtel de luxe à Nairobi s'est terminée dans un bain de sang.
21 personnes au total ont été tuées. Mercredi matin, les derniers assaillants ont été neutralisés après 12 heures de chasse à l'homme. Le président kényan a rendu hommage aux victimes. Notre pays est en deuil ce matin. Et mon cœur, et le cœur de chaque Kényan, pleure les hommes et les femmes innocents victimes d'une violence insensée. Ce n'est pas la première fois qu'un attentat secoue la capitale kenyane. Les habitants de Nairobi sont sous le choc et beaucoup sont en colère. C'est un désastre qui a affecté tout le pays. Et nous, Kenyans, nous sommes très tristes. C'est quelque chose que même les autres nations ressentent. Nous blâmons nos forces de sécurité parce que comment ces gens sont-ils entrés dans notre pays alors que nous avons tant de services de sécurité tout autour de nous? L'attaque a été menée par 4 djihadistes somaliens du mouvement Shebab qui a revendiqué le massacre. L'un des terroristes serait mort lors d'une explosion suicide. Par chance, plusieurs centaines de personnes ont pu être évacuées lors de l'attaque, limitant le nombre de victimes. En Grande-Bretagne, Theresa May échappe de peu à une motion de censure. Les députés britanniques ont rejeté la motion déposée par le chef de file travailliste. La première ministre a survécu donc de justesse au lendemain du rejet massif de son plan de sortie de l'Union européenne. Les députés ont exprimé leur confiance dans le chef du gouvernement qui restera donc bien en poste et devra négocier un nouveau plan à partir de la semaine prochaine. Elle restera bien à son poste. Theresa May a survécu à la motion de censure déposée la veille par l'opposition, à quelques voix près. Pour la motion de censure, 306 voix. Contre, 325. La motion de censure a échoué. La session reprend. La Chambre a renouvelé sa confiance envers ce gouvernement. Je suis prête à travailler avec n'importe quel député pour tenir ma parole au sujet du Brexit et pour m'assurer que la Chambre conserve la confiance du peuple britannique. Mais les discussions ne sont pas terminées à Westminster. Theresa May a promis de rencontrer l'opposition dès la fin de la séance. Avant que des discussions positives ne puissent s'ouvrir, le gouvernement doit éliminer une bonne fois pour toutes la perspective d'un Brexit sans accord et du chaos qui en découlerait. Désormais, la première ministre britannique a jusqu'à lundi pour négocier un nouveau plan qu'elle devra soumettre à l'approbation des députés. Et la large contestation des résultats de la présidentielle en RDC fait l'objet de commentaires dans les quotidiens burkinabés. Les journaux du jour qui rebondissent sur l'acquittement annoncé de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La revue de presse est signée Aimé Solange Digma. Remise en liberté confirmée de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, 3000 personnes tuées pour rien en 2010, lance l'Express du Faso. Cette décision de la Cour pénale internationale vient une fois de plus poser la question de l'indépendance véritable de la justice vis-à-vis du politique et sa transparence, indique l'Express du Faso. En tout cas, la CPI s'est dédite 3 fois après avoir engagé des poursuites judiciaires contre des dirigeants africains, rappelle le pays. La première est celle du président kenyan Uhuru Kenyatta, libéré en décembre 2014. Ensuite, celle de l'ex-seigneur de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, également libéré en juin 2018. Et enfin, celle de Gbagbo et de Blé Goudé. Maintenant, relève le pays, les mauvais dirigeants n'auront plus peur de l'épée de Damoclès qu'elle représentait. Laurent Gbagbo acquitté, que va-t-il donc faire de sa liberté? S'interroge l'observateur Palga. Pour aujourd'hui au Faso, le triple miraculeux de Ganois va tout simplement reprendre son destin en main et aura en ligne de mire la présidentielle de 2020. En RDC, à la large contestation des résultats du scrutin présidentiel viennent à présent se greffer des fuites de documents analysés par un groupe de médias étrangers, en l'occurrence le Financial Times,
TV5 Monde, RFI, en collaboration avec le groupe d'études sur le Congo, nous informe le pays. Loin de faire plaisir au fils de Étienne Tshisekedi et ses militants, ces révélations indiquent que le vainqueur de la présidentielle de 2018 n'est pas celui proclamé par la CENI, mais plutôt le candidat Martin Fayoulou. Des fuites qui éclairent d'un jour nouveau le processus électoral d'après ce journal. Alors que pour l'Express du Faso, ces médias tentent par tous les moyens, émission spéciale sur émission spéciale, de discréditer le processus électoral et de conformer les résultats à ce que la France veut. Pour ce chroniqueur, ils sont tous en train de travailler à conduire la République démocratique du Congo dans le chaos. Et c'est bien dommage qu'ils soient aidés, sinon précédés, par la Conférence nationale épiscopale du Congo, déplore donc ce journal. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.